13 ans d'attente pour ce film, croyez-moi que pas tout le monde va être satisfait et loin de là. Avatar 2, la voix de l'eau. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Avatar 2, la voix de l'eau est l'histoire de Jake Sully et Neytiri, mais aussi de leur famille qui vivent paisiblement dans la forêt de Pandora, jusqu'au moment où le peuple du ciel, les humains, seront de retour pour leur causer énormément de problèmes et les faire fuir la forêt, afin qu'ils rejoignent un peuple insulaire qui vit dans l'eau. Il y a énormément de choses à dire sur ce film et je pense que beaucoup vont réagir de manière très négative par rapport à celui-ci et on va en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 de Trustpilot. Des films comme Avatar vont bientôt être disponibles sur les plateformes de streaming. Je pense qu'après que l'exploitation SaaS soit terminée, sur tous les Disney+ du monde, Avatar 2 sera dispo. En France, il faudra attendre, à cause de la chronologie des médias, 17 mois avant de revoir Avatar en streaming. Avec un VPN, vous connectez à n'importe quel Disney+ du monde et vous allez pouvoir revoir déjà Avatar 1 parce qu'il est sur Disney+, et aussi Avatar 2 dans quelques mois. Et ça marche pour tous les films. Un film comme Bullet Train que j'ai beaucoup aimé est déjà disponible sur quasiment tous les Netflix du monde entier. Il n'y a qu'en France qu'on se fait clairement arnaquer sur ça. Mais avec un VPN, vous pouvez le contourner. Vous serez en bien plus grande sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou même de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. C'est fait sans aucun problème. Beaucoup me posent des questions sur comment marche CyberGhostVPN, mais vous pouvez vous-même l'essayer car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et si vous avez des questions, vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Avatar, j'en ai énormément parlé sur la chaîne. Vous savez qu'il y a une hype constante que je crée depuis cette année. J'ai fait ma critique du premier film début janvier. Je suis allé le revoir au cinéma quand il est sorti en salle justement et c'est une expérience incroyable. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui a bien marché d'ailleurs, je suis content, en disant que moi j'y croyais au succès de ce film et que je pense qu'il va avoir beaucoup de succès et critique et au box-office. Et écoutez, mon avis a quand même pas mal changé. Alors oui, on est 13 ans après le premier film, ça c'est assez spectaculaire, mais ne vous inquiétez pas, les suites vont arriver très vite, dans 2 ans chacune, si ce film a du succès, ce qui est de plus en plus mis dans le doute depuis que j'ai vu ce film, à moins que les audiences aient carrément changé, mais là je pense que ça va être difficile. Et ça me ferait chier parce que ça voudrait donner raison à plein de gens qui n'y croyaient pas, mais je pense que le bouche à oreille, qui était quand même la force principale du premier Avatar, et qui aurait dû être la force principale de ce deuxième film, je pense que le bouche à oreille ne va pas autant marcher. Parce que je pense que le film ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Et honnêtement, si le film fait 1,5 milliard au box-office mondial, je considère ça comme un très bon score vu le film qui vient de sortir. Il y a plusieurs choses dont ils font parler aujourd'hui et je revois le film demain et je ressortirai une deuxième vidéo ce samedi justement pour justement voir un peu vos réactions et y répondre et aussi revoir le film. La première chose qui est étonnante en regardant le film, donc je suis allé le voir à l'UGC Cinécité Lille, la séance du matin en 3D et HFR. La première chose qui est impressionnante, c'est que les premières minutes du film, peut-être la première quinzaine voire vingtaine de minutes, j'avais vraiment du mal à regarder le film parce que j'étais plus du tout habitué à la 3D de une. La 3D qui a des reliefs de malade. J'ai jamais vu ça sur un film. En ayant revu le film, le premier en 3D récemment, j'étais extrêmement impressionné du relief tellement que ça m'a sorti du film pendant très longtemps au début. Pendant 15-20 minutes, j'avais l'impression de voir, je sais pas, une sorte d'expérience plus qu'un film. Genre une sorte de cinématique, démo technique plus qu'autre chose. Parce qu'au fait, le relief est tellement dingue. Il y a des lianes, il y a des bouts d'arbres, il y a des flèches, il y a des arcs, il y a des personnages comparés à l'arrière-plan qui sont tellement en avant que ça m'a complètement déconnecté du film au début. Je dois être honnête avec vous, au début j'avais vraiment du mal à regarder le film, limite c'était trop flou et j'étais complètement perdu. Mais à partir de 15-20 minutes, je dirais, je me suis totalement habitué et c'est mieux lorsqu'on est dans le monde de l'eau. Il y a encore ces reliefs de malade, mais c'est beaucoup plus clair dans le monde de l'eau, mais à Pandora, enfin dans la forêt en tout cas, c'était difficile. Au début, après tu t'habitues aussi, mais c'était vraiment bizarre. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé exceptionnel, c'est le HFR, le High Frame Rate. Pour ceux qui savent pas, mis à part quelques exceptions, tous les films sont diffusés en 24 images par seconde et Avatar a décidé, ce deuxième film, de diffuser une très grande partie de ces scènes en 48 images par seconde, qui donne un sentiment de fluidité qui est fou. Ça n'avait pas beaucoup marché sur le Hobbit, du coup des gens avaient peur pour Avatar 2, mais écoutez, pour moi, maintenant, ce sera dur de revoir des films d'action qui ne seront pas en 48 images par seconde. Parce que la fluidité de certaines scènes est juste incroyable. Et vous savez à quel moment vous le remarquez? C'est quand le film repasse en 24 images par seconde. Parce que c'est ça un peu le truc en fait, c'est que du coup le film est en 24 et 48. Pour certaines scènes
surtout les scènes d'action, il est en 48, et pour d'autres scènes, il est en 24. Mais je dirais pas que c'est forcément les scènes d'action, parce qu'il y a des scènes d'action qui sont en 24, et ça se voit. Parce que d'un coup, t'as l'impression que le film est complètement saccadé. C'est très rapide, mais c'est surtout quand on a des humains à l'écran, les 48 images par seconde, j'ai l'impression, marchent pas très bien par rapport aux humains. Quand c'est les navis et tout, ok, et la fluidité des scènes d'action, enfin même toutes les scènes en 48 images par seconde sont dingues, et moi j'ai adoré quoi. Et lorsque tu repasses au 24, tu dis oula, il y a un vrai problème. Ou alors c'est peut-être juste les humains en 48 qui étaient pas très nets, qui étaient un peu saccadés, mais je pense que c'est les scènes en 24 qui étaient saccadées, ça serait logique, hein. Mais j'ai trouvé ça ultra impressionnant, et je trouve que James Cameron, pour le coup là, il est dans le futur. La 3D de malade mental, tellement qu'au début c'est dérangeant. Le HFR qui rend le film extrêmement fluide, qui rend l'expérience encore plus immersive. D'un point de vue technologique, c'est de la folie. Et alors, pour parler des effets spéciaux, on est clairement sur le film le plus impressionnant techniquement de l'histoire du cinéma. C'est normal, c'est le plus récent, littéralement, mais que ce soit l'animation des visages, des navis, que ce soit les gouttes d'eau, l'eau de manière générale, les mouvements sous l'eau, la manière dont les humains bougent par rapport aux navis, c'est parfait quoi. L'interaction de l'eau, des humains, des navis, enfin c'est incroyable. Des fois tu regardes les scènes du film, tu te demandes mais putain comment est-ce qu'ils ont fait ça quoi. Parce qu'il y a ce côté où évidemment, bah oui c'est faux, c'est une image de synthèse, mais il y a aussi ce côté où ils ont joué toutes les scènes, ou quasiment. Toutes les scènes que vous voyez sous l'eau, c'est des acteurs qui les ont jouées sous l'eau. Du coup il y a ce mélange où c'est ultra impressionnant et tu sais qu'ils ont joué, mais des fois t'as des interactions avec des objets, avec des fluides, avec des branches, des trucs, tu dis mais comment est-ce qu'ils ont fait ça quoi. Parce que ce n'est pas que un film d'animation entre guillemets, hein, évidemment, il y a toute une interaction qui est folle et c'est ultra impressionnant. D'un point de vue technologique, je pense que tout le monde va prendre une énorme claque, on est dans le futur et il y a que James Cameron pour faire ça. Le gars, en plus d'être un réalisateur, c'est un ingénieur, c'est un technicien, c'est un créateur. Pour moi, c'est un scientifique. En termes de direction artistique, Pandora, vous redécouvrez Pandora, ce qui pose peut-être un petit problème, j'en parle après, que ce soit sur la nouvelle faune et flore, c'est incroyable. Il y a tout un biome qui a été créé avec une logique, les navis de l'eau, en fait, ils sont complètement différents parce qu'ils ont une queue plus épaisse, ils ont des mains différentes, ils sont faits pour nager, donc leur corps s'est adapté à nager. Les créatures sous l'eau sont complètement différentes aussi, il y a tout un écosystème qui a été recréé. Il y a plein de nouvelles choses, c'est bien expliqué, c'est super logique, c'est pas expliqué comme à des gamins pour le coup, c'est pas toujours ultra subtil, hein, je dois l'admettre, surtout par rapport au retour du méchant, Quaritch, là oui, il y a aucune subtilité, il y a littéralement un vlog qui t'explique comment il est revenu, donc il y a zéro subtilité et tu vois qu'il balaye ça vite parce qu'en vrai on s'en fout. L'idée c'est juste que Quaritch est de retour. La direction artistique de malade mental, hein, que ce soit sous l'eau, en dehors, les coutumes, les traditions, il recrée un monde au fait. T'es encore sur Pandora, mais c'est une nouvelle Pandora que tu redécouvres et c'est bluffant quoi. T'as ce sentiment de revenir sur Pandora. Et c'est là peut-être le gros souci du film et qui va déranger pas mal de personnes, c'est que c'est un peu, mine de rien, et je dois être honnête avec vous, hein, un peu une redite du premier film. C'était la grosse crainte, mais vu qu'on retourne sur une nouvelle Pandora, il faut tout réapprendre. Et moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça spectaculaire, j'ai trouvé ça incroyable, j'étais immergé, sans mauvais jeu de mots, dans le film pendant toutes les nouvelles séquences. Mais sans déconner, je pense qu'on passe 1h30 dans le film à juste te remettre dans le bain, sans mauvais jeu de mots encore une fois, dans ce nouveau monde. Et il ne se passe rien sauf te remettre dans le bain. Et je pense qu'il y a plein de gens que ça va énerver parce que le film est long. On est sur 3h12 de film et t'as 1h30 de film, je pense, hein, j'ai pas regardé ma montre, hein, mais il y a énormément du film où c'est juste la redécouverte de Pandora. Et moi, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Revoir cet ingénieur qu'est Cameron et son équipe, recréer un monde, c'est ça le cinéma, c'est créer un monde, c'est créer des choses. Limite à la fin du film, je voulais pas partir quoi, je voulais rester dans Pandora. Je comprenais les gens un peu à l'époque, il y avait la dépression post-Pandora, tellement Pandora est magnifique. Là c'est pareil, en sortant du film, je voulais aller dans la Méditerranée quoi, dans le Pacifique, enfin je voulais vraiment y aller. Parce que le film prend énormément de temps à t'instaurer ce nouveau monde, à t'instaurer ce nouveau peuple. Et il se passe, mis à part ça, il se passe pas grand chose. Alors il y a du développement de personnages, ça avance un peu dans l'intrigue, mais honnêtement, pour un blockbuster d'action en théorie, déjà il y a pas beaucoup d'action. Je pense qu'à tout casser, il y a 2 scènes d'action dans tout le film, ce qui est pas beaucoup du tout pour un film de 3 heures, surtout pour un blockbuster. Et je pense que c'est là que les gens vont câbler. Je pense que c'est là que les gens vont avoir du mal à conseiller ce film, parce que je pense que on est, et Cameron l'a dit aussi, hein, on n'est plus, je pense, surtout ma génération, on est dans la génération TikTok. Peut-être je fais vieux con en disant ça, hein, mais je pense que là, prendre son temps comme ça pendant 1h30 à explorer un nouveau monde, ça va énerver énormément de personnes. Alors que moi, je l'ai vu comme une expérience où j'étais littéralement plongé dedans. Encore une fois, je suis désolé. J'étais complètement dedans. J'avais les yeux grands comme ça, un sourire sur mon visage pendant 1h30, parce que c'est tellement une beauté, c'est tellement l'art du cinéma en 1h30, voire 3 heures, hein, pour être honnête, hein, parce que Cameron prend son temps. Il te montre ce monde, il te l'explique, la mise en scène est folle, je suis désolé, hein. Les mouvements de caméra, la manière dont on suit les créatures, on suit le peuple, la manière dont on joue sur la perspective, hein, parce que du coup, vu qu'on est sous l'eau, en vrai, la caméra est flottante. Encore une fois, je suis désolé. Hein. Il y a ce truc où elle va dans tous les sens, et ça permet d'avoir un truc hyper immersif avec la 3D en plus par-dessus. Donc t'es sous l'eau, t'es au-dessus de l'eau, tu voles, ça s'arrête jamais, c'est extrêmement fluide. Moi, j'étais complètement dedans. En termes de mise en scène, que ce soit les scènes d'action qui sont extrêmement claires, il y a une scène que je trouvais qui était pas très claire et qui manquait un peu de tension, je trouve. Mais
la fin est géniale, le climax est fou. Il y a plein de moments comme ça qui sont tellement bien exécutés. En termes de mise en scène, c'est exceptionnel. Même les scènes de dialogue, il y a toujours des trucs qui se passent, où les gens se battent, où ils ont un dialogue, où ils sont vachement mobiles dans la scène. C'est pas des chants contre chants à la con. Là, Cameron profite de chaque scène, chaque plan pour te raconter une histoire. Et c'est un auteur, Cameron, c'est un narrateur, et c'est exactement ce qu'il fait. J'étais complètement dedans, quoi. Que ce soit les dialogues, le monde, tout était tellement bien traité, tellement bien foutu. C'est du grand cinéma, tout simplement. Ça l'est. Il y a très peu de blockbusters qui prennent autant le temps avec ses personnages, avec son monde. Et là, Cameron le fait, bordel. Il le fait et de manière exceptionnelle. L'immersion que vous allez avoir, c'est vraiment une expérience, et Cameron l'a dit, hein. Le but de ce film-là, en plus de raconter une histoire, c'est une expérience. Et c'est un film qui n'aurait pas pu être fait autre part qu'au cinéma. Et il y en a plus beaucoup des films comme ça. Dans un monde où le streaming est de plus en plus fort, des films uniquement de cinéma, ça n'existe quasiment plus. Et ça, c'est un peu la preuve que c'est un film qui se voit qu'au cinéma. Parce que tout est fait axé pour le grand écran, pour la technologie qui va avec. Pas tout le monde a une télé qui peut diffuser à 60 ou même 48 images par seconde. Les télés 3D n'existent quasiment pas. Donc c'est clairement une expérience qui est faite pour la 3D, pour le HFR et qui est faite pour le grand écran. Je dis pas que ça va être mauvais plus tard en streaming ou en Blu-ray 4K, mais je dis juste que si vous avez l'occasion de le voir juste pour l'expérience, et c'est le but de Cameron, allez-y pour l'expérience. Parce qu'en termes de photographie, c'est peut-être l'un des plus beaux films de l'année, voire le plus beau blockbuster depuis le premier film. Hein. Clairement, ça déconne pas du tout de ce point de vue-là. Évidemment que ce soit sous l'eau, au-dessus de l'eau, dans les airs, il y a tous ces plans sur une éclipse qui sont magnifiques. La manière dont ils traitent le feu, l'eau, les machines des humains qui sont très froides, qui te montrent un peu les parallèles entre ces deux mondes et tout. Enfin voilà, tout est hyper bien fait, hyper esthétisé. Et quand t'arrives chez les humains, t'es dégoûté parce que tout est en métal, tout est vraiment froid et t'as pas envie d'y être. Et quand t'es chez les navis, c'est magnifique, t'es en communion avec la nature et ces thématiques reviennent. C'est vrai que c'est quand même ultra impressionnant et en termes de blockbuster, il y en a peu qui arrivent à rivaliser. C'est la vérité aujourd'hui, il y en a très peu. Maintenant, c'est en termes d'histoire que les gens vont peut-être un peu lâcher. Comme je vous l'ai dit, oui, en effet, je trouve que ça fait un peu redite du premier film. Moi, j'ai adoré, mais je pense que beaucoup de gens vont être un peu agacés par ça. On n'est plus dans Pocahontas, mais on est dans la redécouverte de Pandora, pour le coup. Il y a énormément de nouveautés, c'est vrai, mais on est reparti, quoi. Là où je pense que les prochains films ne vont plus avoir ce côté renouveau, et la vérité, c'est que, objectivement, c'est dur de critiquer. C'est-à-dire que là, je suis en train de me plaindre d'un gars qui a recréé un monde pour un deuxième film. Oui, c'est quasiment les mêmes effets que le premier film, donc il n'y a pas ce côté nouveauté absolue, c'est-à-dire qu'on sait sur quoi on va, on redécouvre ces choses-là, mais c'est fait de la même manière. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir le point de vue de Jake, on a le point de vue des enfants qui découvrent ce monde. Bah Jake aussi, hein. Mais oui, ça fait un petit peu redite, j'avoue. Encore une fois, moi ça ne m'a pas dérangé, mais je vois plein de gens qui peuvent être dérangés par ça. En termes de dialogue, encore une fois, c'est super parce que ça crée énormément de liens entre les personnages et ça crée un peu la hiérarchie dans les peuples, hein, mais surtout dans la famille. Je parlerai pas des personnages en partie sans spoiler parce qu'on n'a rien vu dans les bandes annonces par rapport aux personnages et j'ai rien envie de vous dire sans spoiler. Donc je parlerai des personnages après, mais les acteurs font tous un travail de fou. Quand même, Sigourney Weaver qui joue un enfant, une enfant pour le coup est incroyable. Il y en a qui sont un peu plus en retrait pour le coup, qui auront peut-être l'occasion de briller dans les prochains films. Et il y a une déception par rapport à un personnage, mais moi, sans spoiler, c'est le traitement de Quaritch que j'ai adoré. On passe énormément de temps avec Quaritch. Genre limite, j'exagère dans ce que je vais dire, hein, mais ça fait penser un peu à Thanos, dans le sens où on passe beaucoup de temps avec lui et t'as l'impression que c'est un peu sa quête à lui et t'as l'impression que c'est un peu le protagoniste à certains moments. Parce que pour le coup, on passe beaucoup de temps avec lui, on va beaucoup le développer, des choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et c'est une très bonne idée, je trouve, d'avoir passé autant de temps avec lui. J'adore les alchimies entre les personnages, leur développement, mis à part cette petite déception que je vais citer après. Mais ce qui est dur de se dire après, en ayant fini le film, hein, c'est où va la suite. C'est dur de savoir où ça va aller. Ce qui est excitant, j'ai envie de vous dire. Là, on savait que ça allait vers l'eau, mais où va aller la suite et comment la suite va réussir à se renouveler, à se réinventer. Là, ça s'est plus ou moins réinventé. Oui, nouveau monde, mais quand même, on est sur des choses qu'on connaissait. On est quand même dans les mêmes méthodes de narration que le premier film. Plus ou moins, encore une fois. Hein. Et moi, je critique pas. Moi, j'ai adoré de ce point de vue-là. Mais faut être un peu objectif et être honnête. Mais où vont aller les suites? Ça, c'est une vraie crainte que j'ai par rapport au film, parce que je sais pas comment ils vont réussir à se réinventer pour le 3e, 4e et 5e si les films se font. Comment est-ce que le film va réussir à être original de nouveau? Il y a énormément de thématiques qui sont abordées. Évidemment, la thématique des peuples marins, des peuples de l'océan. Et il y a ce côté, évidemment, où Cameron est fan des océans et il le met beaucoup en avant. La manière dont il faut, évidemment, encore une fois, sauver la nature. C'est moins tape à l'œil que dans le premier film, hein. C'est plus subtil, mais on est sur la thématique de la nature, la communion entre ce peuple et la nature, et ça marche du tonnerre. On est encore une fois rapidement sur cette thématique de colonialisme, mais la grosse thématique ici, c'est la thématique de la famille. Et c'est là que ça va surprendre de pas mal de points de vue différents, je pense, parce que c'est la thématique centrale, c'est comment réussir à, de une, garder cette famille en vie, qui est en danger constamment, et surtout, comment est-ce que tu fais pour être un bon père, une bonne mère, un bon frère, et c'est ces thématiques-là qui sont le cœur, cette fois-ci, de ce film. C'est pas les mêmes idées que le premier film, même s'il y en a un petit peu aussi, hein. C'est les thématiques de la famille, d'où ils se sentent à la maison, comment ils vivent ensemble, la fratrie, c'est vraiment bien fait de ce point de vue-là, et c'est le cœur du film. Et il y a aussi une sorte de nostalgie qui se dégage, mine de rien, par rapport au premier film, et ils en jouent un petit peu, que ce soit au début ou à la fin. J'en dirai pas plus, mais je trouve qu'ils ont bien utilisé le Pandora
de la forêt qu'on connaît. C'est en termes de rythme que les gens vont être un peu agacés, je pense, parce que le film est long, 3h12, c'est pas rien, et je pense qu'il y a des gens qui vont pas mal lâcher sur la grosse partie du milieu où on découvre justement ce nouveau monde. Moi, j'ai pas du tout lâché, moi j'ai adoré chaque seconde, pour le coup, faut être honnête, mais je pense que c'est là que les gens vont lâcher. En termes d'émotion, je pense qu'on y est clairement pour le coup. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être il y aurait dû en avoir un peu plus, mais il y a des beaux moments où tu vas ou sourire, ou peut-être même verser ta petite larme, mais aussi des moments de stress, surtout à la fin, qui marchent très très bien. Oui, le film est clairement mémorable, il y a pas mal de scènes aussi qui sont mémorables, pas toutes les scènes marchent à 100%, il y a quelques petites déceptions, et peut-être en termes de musique, ça copie un peu James Horner, le pauvre décédé il y a quelques années, mais il y a aussi des compositions originales qui sont très cool, mais ce qui est marquant, c'est surtout la musique du premier film qui revient. J'aurais aimé pour le coup avoir un nouveau thème de ce point de vue-là. Pour conclure, je pense que le film va diviser. Il y en a qui vont adorer l'expérience parce que c'est une expérience de cinéma, il y en a qui vont être plongés dans l'œuvre, il y en a qui vont être complètement submergés, comme je l'ai dit, par les personnages, par l'histoire, mais c'est surtout l'histoire de ce monde. C'est aussi l'histoire des personnages évidemment, mais c'est l'histoire de Pandora, encore une fois, ce nouveau Pandora qu'on découvre ici. Il y en a pour lesquels ça va déranger. Mais en termes de blockbuster, honnêtement, c'est difficile de faire mieux. On a pour une fois un blockbuster qui prend son temps, qui va au bout des choses, qui ose raconter plein de choses sérieuses, qui ose mettre les personnages au cœur de son récit et ce monde, et qui a recréé un nouveau monde. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent, en tout cas pas à ce degré-là, et ça en fait clairement l'un des meilleurs blockbusters de ces dernières années, et en tout cas depuis les années 2000. Ça va être un pilier d'un point de vue technologique, d'un point de vue de narration, et si ce film est un succès, j'espère que ça sera aussi un pilier pour justement changer un peu le storytelling des blockbusters aujourd'hui. Avatar 2 me fait penser un peu à Dune, parce que j'avais aussi prédit, alors que c'était pas forcément le cas, que Dune allait être un échec. Parce que les deux prennent vraiment leur temps. Avatar plus que Dune. Donc si vous avez trouvé Dune un peu chiant, un peu mal rythmé, vous allez détester Avatar, je pense. C'est pas du tout les mêmes histoires, hein, mais au moins Avatar te plonge dans un monde plus féerique, là où Dune c'était un peu plus la dépression. C'est un film à voir au cinéma. Si vous devez aller voir un film en salle pour l'expérience cette année, c'est celui-ci, évidemment. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir en 4DX ou des choses comme ça? Allez le voir en 3D, déjà c'est très bien. En HFR c'est très bien. Si vous pouvez voir en IMAX, j'imagine que c'est mieux. Moi malheureusement il n'y a pas d'IMAX à Lille, donc je suis allé le voir que en 3D HFR. Pour moi clairement c'est l'un des meilleurs films de l'année, si c'est pas le meilleur d'un point de vue du grand spectacle. Clairement l'un des plus marquants depuis les années 2000. Ça déconne pas pour le coup. Je ne suis pas du tout déçu. Je m'attendais peut-être un peu à autre chose aussi, c'est vrai. Je m'attendais à ce que ce soit plus un film d'action, ça l'est pas du tout. Mais je suis pas déçu et évidemment je vous le conseille. Maintenant on va passer en spoiler. Il y a quand même pas mal de choses à dire en spoiler, mais c'est vrai que j'aurais besoin d'un deuxième visionnage pour reparler de certains trucs parce que il se passe 3h12 de film et il y a beaucoup d'éléments dans le film. Mais j'adore le début qui est très Pandora. On est vraiment sur quelque chose où on joue un peu sur la nostalgie, c'est quasiment les mêmes plans que le premier film, on se remet dedans. Et on passe beaucoup de temps dans cette Pandora de la forêt parce que du coup il faut une motivation pour pousser le peuple, en tout cas la famille de Jake, vers les peuples marins. Du coup on passe beaucoup de temps ici et ça perd pas de temps sur plein de choses sérieuses. Hein. C'est-à-dire que dès le début on sait que Spider est le fils de Quaritch, il le cache pas du tout. Et quand ils ont pour la première fois, ils savent. Ça aurait été con que ce soit un mystère durant tout le film. Dès le début, on te dit que Kiri est du coup une sorte de fille spirituelle d'Eywa, et pareil, on le cache pas du tout. Il y a une ellipse où on te parle un peu des enfants au début du film pour te dire que beaucoup de temps est passé. Les enfants ont grandi, il y a une famille qui a été bâtie ici. Donc le début est cool parce que t'as un gros sourire sur le visage, en mode tu revois Pandora, tu revois ces belles choses, et t'es clairement à fond dedans. Et j'adore justement l'alchimie entre les frères, j'adore revoir Pandora de la forêt. Et j'aime beaucoup aussi le temps qu'on passe avec Quaritch. C'est-à-dire qu'on passe du temps à te le présenter, il redécouvre lui-même Pandora, et tu vois que Quaritch, je pense que son arc va être assez simple. Son arc, ça va peut-être pas être un arc de rédemption, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il va tomber amoureux de Pandora. Et on le voit beaucoup dans ce film, quand il se passe des choses horribles par rapport à la scène de pêche, par exemple, excellente scène d'ailleurs, tu vois qu'il est pas extrêmement content à l'idée de chasser des créatures. Tu vois qu'il est pas en mode ouais, allons buter ces créatures, il le fait un peu par nécessité. Tu le vois un peu avec son gosse aussi à la fin, qui lui sauve la vie, et il comprend que son gosse qui fait partie des Na'vi lui ont sauvé la vie. Et peut-être il va commencer à s'attacher au peuple Na'vi, il vit les mêmes choses que Jake, il a sa propre bête, il passe un peu les mêmes rites initiatiques, on va dire, que les Na'vi. Je pense qu'à terme, je sais pas si Quaritch va rejoindre les Na'vi parce que je sais pas si ce qu'il a fait est pardonnable, mais je pense qu'il aura peut-être une sorte de rédemption à la limite, ou alors il va rejoindre les Na'vi d'une manière ou d'une autre, et peut-être sera lui aussi chassé par les marines plus tard. Parce que la manière dont ils ont montré son personnage là, tu vois qu'il s'attache petit à petit au Na'vi, tu vois qu'il essaie d'oublier son passé, surtout son ancien corps, parce que c'est pas lui, il le dit très bien, il a ses souvenirs, mais c'est pas lui. Ils ont réussi à faire cette séparation entre le Quaritch de l'époque et le nouveau. Donc ça c'est intéressant, vraiment. Mais tu vois que d'un côté, il y a un truc où il déteste pas Pandora. Il y a un truc où il peut peut-être l'aimer un jour. Donc ça, j'ai adoré son traitement par rapport à ça. Et j'adore le fait que c'est moins une brute que le premier Quaritch. Il est pas là à tuer des gens, il est focus sur la mission. Il y a un truc un peu plus, on va dire, doux par rapport à ce personnage-là. Évidemment, être dans la peau de l'ennemi, ça te fait un peu mieux comprendre l'ennemi. Donc j'ai adoré son traitement et j'adore la manière dont on suit son personnage pendant super longtemps. C'est la vérité, on passe beaucoup de temps avec lui. Et c'est clairement l'une des grandes forces du film aussi. Et j'aime beaucoup les motivations qui poussent
pousse donc Jake à quitter la forêt, c'est justement Quaritch qui est là et qui veut se venger. Il pense que s'ils tuent Jake, ils vont tuer un peu la tête de la rébellion de Pandora et ils pourront ensuite chasser justement ce peuple et vivre maintenant sur cette planète. Parce que maintenant l'objectif des humains, c'est pas juste récupérer des minerais, il y a ce fluide qui récupère aussi, qui empêche du coup les hommes de vieillir, les humains de manière générale de vieillir, hommes avec un grand H, mais maintenant ils veulent vivre sur Pandora. Ils ont décidé que la Terre c'est foutu, il n'y a plus rien à sauver sur la Terre, maintenant on veut vivre sur Pandora. Et ça c'est intéressant, parce que maintenant ils vont pas s'arrêter. Avant c'était pour la thune, maintenant c'est la survie de l'humanité qui en dépend. Du coup c'est une humanité bien plus coriace qui va revenir sur Pandora. J'ai bien aimé les motivations par rapport à ce personnage-là, et les motivations par rapport aux humains par rapport à Pandora. Ils ont fait évoluer les choses, et c'est plus qu'une histoire de colonisation, même si c'est un peu ça aussi, hein. C'est une histoire de vie ou de mort pour les humains aussi. Et donc toute cette première partie du film est très remplie d'action, il y en a beaucoup, hein. C'est les humains contre les navis, c'est super bien fait, encore une fois t'es plongé dans la forêt avec la 3D et tout, c'est super bien, et tu vois un peu les relations entre les enfants au fur et à mesure. Le premier bout du film, qui dure quand même, je sais pas, 45 minutes, c'est dans la forêt et c'est rempli d'action. Ensuite, on est sur 1h30 je pense, hein, de découverte du monde. Et j'adore la manière dont on découvre ces animaux, ces créatures, et la manière dont justement se créent un peu ces archétypes, hein, dans le peuple et dans la famille. Et la grosse thématique, c'est évidemment les enfants. On passe plus de temps avec les enfants qu'avec les parents, et les différents enfants qui ont tous leur personnalité et qui ont tous leurs problèmes. Évidemment, le personnage qui est le plus mis en avant, c'est Locke, qui lui se sent un peu rejeté de une par son père. Jake se comporte avec sa famille comme un peu un militaire. Et il dit assez souvent à ses enfants qu'il les déçoit, qu'ils sont pas au niveau. Ça forcément, c'est pas beau à entendre quand t'es un enfant, mais Locke justement se sent rejeté, et ça le pousse à rencontrer donc cette créature qui a elle aussi été rejetée. Et c'est son développement de personnage à lui qui est super intéressant, c'est qu'il est là pour sa famille, mais il se sent rejeté, du coup il a l'impression que sa famille le repousse, et il va retrouver du réconfort dans d'autres créatures et dans ce peuple sous-marin, et il crée justement un lien avec cette créature. Et c'est ça à la fin qui permet de sauver justement sa famille et de tuer justement ses humains. C'est un personnage que je trouve vraiment intéressant, une romance a été débutée avec lui, c'est cool, je pense que ça va être vraiment l'un des leaders du coup au fur et à mesure des films. Mais apparemment il sera encore un enfant pendant le 3e et un peu du 4e film, et ils seront adultes dans le 4e et 5e, d'après ce que Cameron a dit. Mais c'est vraiment tous les enfants qui sont intéressants. Ma grosse déception par rapport aux enfants, c'est justement Nathan, je crois qu'il s'appelle, qui lui meurt du coup à la fin. Je pense qu'on aurait dû passer plus de temps avec lui, je pense qu'on aurait dû plus le développer, je pense qu'on aurait dû voir un peu son évolution comme ça. Déjà sa mort est touchante, hein, parce que c'est un peu le frère héroïque, il a jamais énervé personne, il est là pour aider les gens, et il a toujours pensé à sa fratrie, mais je pense qu'il aurait dû avoir plus de scènes, il aurait dû peut-être être un peu plus présent pour justement avoir un impact émotionnel plus fort à la fin. Je trouve que sa mort est touchante, hein, mais ils auraient pu aller plus loin. Mais ce que fait sa mort qui est super intéressant et intelligent, c'est que du coup, vu que tu sais que lui est mort, t'as un peu peur pour la suite, t'as un peu peur que les parents décèdent, t'as un peu peur que les autres de la fratrie décèdent, parce que maintenant un peu tout est possible. Déjà je m'attendais pas à ce qu'un enfant meure de la famille, limite je m'attendais à ce que Neytiri y passe, mais non, c'est l'un des enfants qui est passé. Tout qui est super mignonne, pas grand chose à dire sur elle pour l'instant, hein, mais elle est vraiment mignonne, et c'est Kiri, je crois elle s'appelle, qui est intéressante parce que du coup on pense qu'elle est atteinte d'épilepsie, mais au fait non, c'est Eywa qui lui a donné naissance, hein, c'est ça que j'ai compris en tout cas moi, et c'est Eywa qui communique avec elle et qui lui donne justement ses pouvoirs à contrôler la nature. Eywa vit à travers elle, et il y a cette belle scène où justement elle voit Sigourney Weaver, sa mère en vrai, hein, qui est super touchante. N'oubliez pas que Sigourney Weaver, hein, son personnage, est dans Eywa, enfin elle fait partie d'Eywa maintenant. Et j'adore la manière où elle se sent pas à sa place. J'arrive pas vraiment à voir une romance avec Spider, je sais pas si c'est le but à la fin, mais j'ai du mal à voir ça pour l'instant. Mais j'adore la manière dont elle est en communion avec Eywa, ça la fait souffrir, elle se sent un peu rejetée elle aussi. En plus les autres frères et sœurs, hein, la rejettent aussi un peu, hein. Pas de sa famille forcément, mais les autres, qui la considèrent comme une frique, une enfant bizarre, enfant marginalisé, et elle le sent aussi. Et c'est un peu aussi son rite initiatique. Je m'attendais à plus de sa part, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'elle sauve la situation avec ses pouvoirs, mais c'est beaucoup plus restreint que ça et plus subtil. Mais ça marche quand même du tonnerre, faut le dire, hein. Je trouve que son personnage est vraiment bien fait et je pense qu'elle sera extrêmement intéressante par la suite. C'est Jake, hein, qui est quand même vraiment intéressant aussi parce que dans le sens où on le voit pas beaucoup dans le film, il est juste là pour rappeler à l'ordre ses enfants et c'est un peu tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait en tant que père dans ce film, sauf à la fin, c'est être un militaire un peu. Et c'est ce qui lui est reproché, hein. C'est que c'est pas une squad, c'est une famille. Et c'est ce qu'ils disent à la fin, et à la fin, justement, t'as tout ce moment où il vit un peu de réconciliation avec sa famille. Il s'est toujours senti comme un bon père, mais en termes de dialogue avec ses enfants, c'était pas toujours ça. Mais à ces beaux moments, surtout à la fin, où il dit qu'il est fier de son fils, qui est un moment super émouvant. Mais voilà, Jake, pour le coup, il a été un peu mis sur le côté, hein. C'est pas son film, mais il est quand même là pour être le père un peu strict, qui veut sauver ses enfants quoi qu'il arrive. Mais il a quand même ce fardeau où les gens veulent sa tête, mais forcément, il ne peut pas se séparer de sa famille, donc il est obligé de rester avec eux, et en restant avec eux, il les met perpétuellement en danger. C'est un vrai fardeau qu'il porte là. Et puis le climax, c'est fou, hein, j'en ai déjà parlé, mais le fait que le navire se retourne pour être à l'envers dans l'eau, c'est une super idée de mise en scène, ça permet vraiment de jouer avec les perspectives, de jouer un peu avec justement le fait de pouvoir se noyer réellement, alors que tu les as vus tout le film dans l'eau, tu dis mais jamais ils peuvent se noyer au final. Mais là, ils sont dans une situation qui est dangereuse, où ils peuvent mourir, et ça permet vraiment de jouer sur la géographie de la scène, créer une scène qui se renouvelle constamment, et qui crée un vrai danger aussi. À la fin, t'y crois et t'as peur. En termes de mise en scène, c'est fou, vraiment. Mais le personnage qui est étonnamment vraiment intéressant, c'est Neytiri, qui à la fin reprend un peu son aspect
épais sauvage et qui menace presque de tuer Spider, et honnêtement, moi j'y croyais. T'es à ce stade où tu te dis, bon bah, elle peut clairement tuer Spider parce qu'elle l'a jamais réellement aimé depuis le début, mais ce qui est fort, c'est que du coup, Quaritch abandonne parce qu'il voit son fils. Et c'est là que je pense qu'il y a un vrai switch dans la personnalité de Quaritch, c'est que Neytiri, clairement, elle sera peut-être de plus en plus sauvage, elle a perdu un enfant, elle a cassé l'arc familial que j'imagine elle peut réparer, mais tu vois qu'elle est quand même au bout dans ce film. Et j'ai peur qu'elle soit encore plus à bout dans les prochains films, et t'as aussi peur que Neytiri perde un jour le contrôle, et qu'elle crée un vrai danger pour sa famille, et devenir l'une des, entre guillemets, méchantes du film, mais ça serait un obstacle, je pense, pour elle, ses émotions de ce point de vue-là, et Quaritch, ça serait un peu l'inverse, il va passer de cette brute à quelqu'un de peut-être un peu plus doux. Mais c'est ça qui est vraiment réussi, hein, clairement. Mis à part le développement de personnage de Nathan qui m'a un peu déçu, je trouve qu'il aurait dû être un peu plus développé, j'ai quand même adoré la fin, quand on le voit enfant, en train de pêcher, c'est super émouvant, de voir comment les Na'vi peuvent reconnecter avec leur personne décédée. C'est quelque chose d'émouvant pour le coup, vraiment. Mais ce qui m'a déçu, c'est un peu cette scène, je trouve, sous l'eau, où les enfants sont chassés par ces sortes de robots grenouilles. Je trouve que ça manquait un peu d'impact, ça manquait un peu de force dans la mise en scène. D'habitude, je trouve que les scènes dans l'eau sont super bien faites, il y a un vrai impact, c'est bien foutu, mais là, il n'y avait pas vraiment le stress, il n'y avait pas vraiment l'émotion, et c'était pas les scènes les plus fortes. Là où le climax, c'est génial, hein, c'est un truc extrêmement explosif, hyper bien foutu, visuellement, c'est une folie. Là, ouais, mais je trouve que là, ce moment sous l'eau, où les enfants sont chassés, n'est pas la meilleure scène d'action, voire la pire, sans être mauvaise, hein, mais c'est juste qu'on n'y est pas encore. On a aussi une Kate Winslet qui est un peu en retrait, mais évidemment, je pense qu'elle sera bien plus présente dans le prochain film. Mais quelle sera du coup la suite de ce film? Enfin, vers quoi est-ce qu'on va aller? C'est ça qui est intéressant. On reste dans l'eau, c'est confirmé, ils vont rester là, mais comment éviter la redite? Les humains vont revenir dans l'eau, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui va être passionnant, je trouve, et voir est-ce que Spider va rester avec les Na'vi, qu'est-ce qui va se passer avec Quaritch. Il y a beaucoup de choses qui poussent vers une suite exceptionnelle, et honnêtement, j'attendais vraiment beaucoup ce film, et je n'étais pas déçu. Je ne le suis pas, donc je vous le conseille énormément. J'ai sûrement oublié plein de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à dire dans 3 heures de film, et vous savez, je prends pas de notes pour mes vidéos, faut que je me rappelle de tout le film, il y a plein de thématiques intéressantes, mais c'est pour ça que je ferai une deuxième vidéo pour rebondir sur certains trucs que j'ai pas dit ici, et pour répondre aussi à vos commentaires. Et cette vidéo là est déjà beaucoup trop longue, donc honnêtement, bah oui, foncez sur Avatar, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'ai hâte d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.